et je vais vous parler de la prévision sur le court terme. La prévision sur le court terme qui n'est pas plus fiable que la prévision sur le moyen terme ou sur le long terme. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette chronique? On va voir le fait que la prévision fiable, c'est une idée fausse et dangereuse, qu'il ne faut pas combiner probabilité et incertitude, ça ne se mélange pas, qu'il y a des choses comme la non-linéarité et l'horizon de temps. Alors, ça sera la partie un petit peu scientifique, oh là, je ne sais pas, en tout cas passionné de cette chronique. Et enfin, la vraie question, celle qui vous intéresse, comment survivre à l'incertitude? Et donc, commençons tout de suite par dire que j'ai été grandement inspiré par ce billet de Philippe Silberzan. Philippe Silberzan, notre ami professeur à l'EM Lyon, et qui a publié et republié récemment, alors c'est revenu dans mon fil LinkedIn, un, un billet de 2016, l'illusion d'optique de l'horizon temporel dans cette idée du défi de la prévision. Donc je me suis grandement inspiré de ce papier que je vous recommande et qu'on trouve sur LinkedIn. Et puis, en travaillant, je me suis dit, ben oui, il y a la question de la météo, toujours la météo, à combien de jours la météo est-elle fiable? Et je suis tombé sur Quora, sur cette réponse d'un Suisse. Et oui, ce pays qu'on adore. Alors, jusqu'à combien de jours la météo est-elle fiable? Alors, tout dépend de quelle sorte de prévision on parle. Comme répondu de quelques heures seulement, hein, de manière générale, mais ça peut aller à une dizaine de jours pour une tendance. Alors on se dit, ben, formidable, c'est ce qu'on a toujours pensé sur la météo. Et puis la petite phrase d'après, c'est, oui, enfin, quelques minutes pour la prévision des orages, et puis ensuite, ça dépend du pays. La Suisse ayant un relief particulièrement important et d'une variabilité importante, il fait partie des pays où les prévisions météo sont compliquées. Pourquoi je vous ai lu le billet? C'est pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, que je salue au passage. Et donc, ce qu'on peut retenir de l'avis de Michael, c'est que, en réalité, la prévision, oui, ça marche, mais pas pour la Suisse. Alors, ça pose la question principale, une prévision peut-elle être fiable? J'aimerais d'abord commencer par vous rappeler que l'avenir est par définition imprévisible et que la surprise est la norme. Alors, la surprise dans différents aspects de notre société, la politique, la géopolitique, l'économie, la finance, la technologie, ou même socialement. On peut être surpris de voir des choses arriver et percuter notre modèle de la réalité, notre perception de la façon dont le monde fonctionne. Et donc, on pourrait conclure que l'incertitude règne. Et dans ce contexte, évidemment, c'est difficile et dangereux de faire une prévision dans un univers, dans un monde dans lequel l'incertitude règne. Mais ça serait beaucoup plus facile si en plus il n'y avait pas les chocs. Alors qu'est-ce que c'est un choc? Un choc, c'est quelque chose qui survient et qui change radicalement le terrain qu'on analyse. Par exemple, le Covid a fait s'effondrer les supply chains. Par exemple, la guerre en Ukraine a fait exploser les coûts de l'énergie. Par exemple, la création monétaire à laquelle on a assisté ces dernières années a créé de l'argent gratuit pour certains acteurs qui étaient en position pour en profiter. Et puis, la naissance d'un enfant, on peut dire que ça transforme radicalement la vie du couple. Et donc, ces chocs viennent s'ajouter à la notion d'incertitude. C'est là que survient cette grande remarque de bon sens, de bon sens. Oui, mais enfin, à court terme, ça fonctionne. Hein. Si on admet que la prévision à long terme, c'est un art difficile, etc., etc., mais à court terme, on est bien d'accord, c'est plus fiable.
Et non. Parce que la prévision, elle ne fonctionne que dans un univers connu et modélisable. Or, le moindre choc rend le modèle obsolète. Et donc, l'incertitude règne également à court terme. Je vais raconter une histoire. En 2001, début septembre, on rencontre des entrepreneurs qui sont tout contents. Ils viennent de lever 100 millions de dollars. Et 100 millions de dollars en 2001, c'est une grosse levée. Encore une grosse levée en 2023, mais en 2001, c'est très très rare. Surtout pour les entrepreneurs français. Ils sont super contents. Le projet va prendre une dimension nouvelle. Et en fait, les fonds sont américains. C'est 2 fonds américains qui souscrivent à une augmentation de capital de 100 millions de dollars. Formidable. Et puis ces 2 fonds américains, ils avaient leur siège à New York. Ils avaient leur siège dans les tours du World Trade Center. Eh bien, l'argent n'est jamais arrivé. La quasi-totalité des personnes de ces 2 fonds d'investissement sont mortes dans les attentats du World Trade Center du 11 septembre. Et donc, l'incertitude, le 10 septembre 2001, elle était invisible. Le 11 septembre, non seulement la vie de ces personnes a été écourtée, la vie des gens qui étaient dans les tours, mais les conséquences que ça a eues étaient totalement imprévisibles. Alors, sans aller jusque-là, vous avez parfois des événements de taille beaucoup plus petite qui modifient la situation que vous pensiez maîtriser. Et ces petits éléments, ils se produisent tous les jours. C'est le client qui ne vous répond plus. Et puis vous apprendrez 3 ou 4 mois plus tard qu'il vient d'être muté ou viré. C'est le fournisseur qui vous a garanti un délai pour la livraison et dont une machine vient de tomber en panne. Et comme cette machine est dans le processus qui travaille sur l'objet que vous deviez recevoir, ben vous ne le recevrez pas à la date prévue. Et donc, ces petites incertitudes ou ces grosses incertitudes, enfin, ces gros chocs ou ces petits chocs, rendent la réalité incertaine. Ainsi donc, le futur n'est pas un cône. Hein, on pourrait dire, voilà, on est là au point zéro, et puis demain est un peu plus incertain, demain encore un peu plus, une semaine, oh là là, un mois, et donc plus on avance dans le temps, et plus il y aurait de l'incertitude. Vous le voyez, ce cône-là? Et alors, évidemment, on comprend, mais donc demain, c'est OK, le prochain trimestre, on le voit bien, on va les faire, ces ventes, ou on va l'achever, ce chantier. Et non, parce que notre environnement n'évolue pas de façon linéaire. L'incertitude n'augmente pas un peu plus chaque jour. Et nous sommes trompés par les cycles naturels. Et c'est normal. Ce soir, il va faire nuit. Et demain matin, il devrait faire jour. Est-ce que moi, je serai là pour le voir? Ça, je ne sais pas. Mais mes ancêtres m'ont raconté que tous les jours, d'aussi longtemps qu'on s'en souvient, le soleil s'est levé à l'est et s'est couché à l'ouest. Et puis, il y a les saisons. Ah, ça y est, c'est l'automne. Mais je peux vous faire la même chronique au printemps. Et on va se dire, ah bah oui, bah c'est le printemps. Et donc, on est trompé par un certain nombre de phénomènes
qui, eux, sont globalement réguliers. Mais demain est totalement incertain. Pour tout un tas d'autres cas d'usage, dont notamment, quand vous êtes un entrepreneur, essayez d'imaginer le futur de votre entreprise, de votre marché, d'une façon linéaire. Alors, comment est-ce qu'on survit à ça? C'est assez simple et ça va se terminer par un message d'espoir. Il faut remplacer l'idée de prévision par l'idée de scénario. Donc ça, on le doit, Jean-Christophe et moi, à Michel Godet. Michel Godet, un professeur du CNAM à Paris dont on a suivi l'enseignement il y a quelques années, hein, pour dire j'avais encore des cheveux. Et Michel Godet, c'était un prévisionniste et il disait, il commençait son cours en disant, vous savez, l'ensemble de ce que j'ai toujours prévu ne s'est jamais réalisé. Grande forme d'humilité. Et il disait, ça n'est pas la prévision qui est importante, c'est le fait de réfléchir aux différents éléments qui composent cette prévision. Et donc, on ne s'illusionne pas sur la valeur de sa vision quand on se dit, entre nous, entre collègues, avec ses collaborateurs, mon scénario pour le prochain trimestre est le suivant. Nous allons développer nos ventes de 20% dans le segment B2B de l'arc atlantique. Notre filiale allemande devrait voir son chiffre d'affaires baisser de 15%. Pourquoi pas? Dès lors qu'on peut expliquer le raisonnement, le scénario comme le scénario d'un film. Le scénario de ce qui va se produire selon nous. Ainsi, on s'attache à regarder les variables sous-jacentes. D'accord? En disant, mais voilà, on a une augmentation des taux d'intérêt qui fait qu'avec l'inflation, tac, 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 on pense que. Mais on pense. On ne sait pas. On pense. On construit un modèle imparfait et on l'explique aux autres. Donc, on ne se base pas sur une prévision qui aurait de la valeur, on se base sur un scénario qui essaye de prendre en compte les différents éléments qu'on peut voir, parce qu'il y en a qu'on ne voit pas. Mais en revanche, et c'est ça aussi qui permet de résister et de survivre à l'incertitude, c'est d'essayer de repérer les chocs le plus tôt possible, de préférence au moment où il se produit. Ainsi, de réévaluer votre scénario en fonction de ce que vous repérez qui pourrait avoir un impact sur votre écosystème. En conclusion, parce qu'il y en a une prévision est tout aussi fausse à court terme qu'à long terme. C'est dur à admettre, on aimerait bien que ce ne soit pas le cas, et pourtant, je pense que c'est raisonnable de prendre cette position intellectuelle, une prévision est tout aussi fausse à court terme qu'à long terme. Accepter que le futur est incertain permet de rester vigilant. Et puis, dernière chose, votre univers peut rester stable pendant très longtemps et donc vous donner l'illusion d'une forme de prédictabilité. Et puis, il va être brutalement transformé. C'est la nature même de ce que nous pouvons observer, me semble-t-il, que d'être trompé par ces environnements apparemment stables, ou même objectivement stables, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus.
Merci Patrick. Y a-t-il des questions ou des contradictions ou des désaccords? J'ai beaucoup réfléchi au sujet de la défaite de l'équipe de France de rugby dimanche. On est d'accord, c'est Et j'ai improbable. exactement. À part l'arbitrage. Mais je pense que l'arbitrage n'a rien à voir en tant qu'arbitrage sur le moment. C'est-à-dire que c'est un sport de contact, donc l'arbitre a forcément beaucoup d'influence, sinon il n'y a pas de contact. Et tu as des règles, et la règle, c'est tu ne peux pas contacter, tu ne peux pas toucher l'autre. Mais le seul truc sur l'arbitrage éventuel, c'est l'utilisation de l'anglais. C'est-à-dire que les Sud-Africains ont trouvé que l'arbitre était très pédagogue. Et je suis pas sûr que la pédagogie a été bien perçue par des francophones. Donc ça, c'est une éventualité. Hmm. Mais je pense que ce qui n'a pas été prévu, c'est à quel point les Sud-Africains étaient hyper préparés. Et qu'on a regardé la préparation de l'équipe de France, on a dit, oui, on est super prêts. Effectivement. Mais les Sud-Africains, depuis le début du tournoi, sont beaucoup plus forts. Et ça, et je suis même impressionné par le fait que les Français n'aient perdu que d'un point. Et tu ne penses pas que la dernière action où De Klerk fait écrouler un maul, c'est pas une faute qui mérite Moi, je pense que personne Dans n'a les vu. dernières minutes, j'ai vu des fautes des Français qui n'ont pas été sifflées. Parce que personne n'a vu cette faute-là, mais tu as un mec tout seul face à un maul qui avance et tout d'un coup le maul s'écroule. Moi, je dis, soit il est très très fort, soit comme par hasard, il est tombé devant et il a entraîné tout le monde dans sa chute. Ah, mais c'est une faute, ça. Ce Ah que je veux bon? dire, c'est qu'il y a toujours de l'incertitude avec de l'arbitrage. Ah Alors, il y a de bon? l'incertitude, et pas seulement avec l'arbitrage. Comment il s'appelle le petit joueur sud-africain, là, celui qui a intercepté le lancer de la Ouais, pénalité de Ramos? exactement. Vous avez vu, vous qui regardez le rugby depuis longtemps, combien de fois le gars qui se jette devant, il arrive à rattraper la balle? Ouais. Zéro. Zéro, j'ai pas souvenir. Ça a dû arriver. Ça a dû arriver sur les milliers, les dizaines de milliers de matchs. Mais j'ai pas de souvenir en Coupe du Monde que ça soit jamais arrivé. Quelle est la probabilité de ça? Qui avait intégré dans son modèle le fait que le petit gars, là, il soit capable d'aller choper la balle. Et combien il nous manque de points? Ah mince, justement ces 2 points-là. Donc, par définition, on était meurtris le soir du match, tous. Ouais. Et on a cherché des réponses. Et on avait tous des réponses. Nous, et pas Oui, que nous, tous évidemment. les bistrots de France se sont transformés en véritables lieux de philosophie, bien plus loin d'ailleurs que le rugby, sur la mondialisation, euh, euh, cette caste des arbitres qui a pris le pouvoir avec la vidéo, et j'en passe et des meilleurs. La réalité, la prévision à court terme, enfin, j'enfonce le clou, la prévision C'est à court terme, totalement impossible. C'est amusant cette image, hein. Patrick a acheté ce matin un billet de quelqu'un d'amusant qui s'appelle Vincent Berthelot, qui justement pointait que Cheslin Kolbe, il a juste fait un truc incroyable. Ramos était dans la routine, il est parfait, il prépare son geste, c'est nickel, c'est sublime. Mais on n'a juste pas réfléchi à ce risque-là. Il y a un vrai non, 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 non. Il y a l'arbitrage, c'est évident. Mais il y a aussi cette capacité des Sud-Africains à faire des trucs qui, objectivement, sont des dingueries. Et on n'a pas simplement envisagé que ce truc-là pouvait arriver. Donc, on n'était simplement pas préparé. Et il y a un truc qui est assez sublime, mine de rien. Et moi, je pense que la prochaine fois, par exemple, tout le monde sera préparé pour ce genre de geste technique. Oui, ça Voilà. paraît logique. En tout cas, les meilleurs se prépareront à ce que, déjà, on surveille le gars, est-ce qu'il est parti au bon moment ou pas pour tout de suite pouvoir réagir. Et celui qui doit transformer aura dans le viseur nécessairement. Et, ce Mais qui pour me... autant, la surprise viendra d'ailleurs. Et la surprise Alors, viendra c'est d'ailleurs, évident, c'est exactement ça. c'est évident. Mais ça n'enlève rien à la possibilité que la prochaine fois, on aura géré ce risque. Après, il y a un truc qu'il faut avoir, avec lequel il faut bien être clair, c'est que euh, s'il n'y avait pas cette incertitude, personne ne regarderait le rugby. S'il y avait une totale prédictibilité, Oui, oui.
Pourquoi s'embêter? Ouais. C'est exactement ce que dit Farrell à la fin du match de l'Irlande, là, qui perd, l'entraîneur d'Irlande, le père, qui dit c'est un sport cruel et c'est bien pour ça qu'on l'aime. Mhm.